On retrouve une approche similaire à Paris, rue de Clignancourt, où l'agence SOA a comblé une dent creuse dans un alignement haussmannien, en réinterprétant l'interaction entre façade en pierre et structure en bois. Au-dessus d'une salle des ventes, cet immeuble pour Emmaüs Habitat abrite 44 logements foyers. Et pour présenter un immeuble Haussmann contemporain, de l'habitat ouvrier à l'habitat des compagnons, nous accueillons Augustin Rosenstiel de SOA Architecte. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Donc, je vais vous parler d'une problématique qui est assez semblable, mais là par contre on est dans un immeuble collectif à Paris et dans une économie aussi qui est un peu différente puisque c'est un foyer pour Emmaüs Habitat. Donc 44 chambres et qui s'inscrit dans un des plus grands îlots haussmanniens de Paris, dans le 18e arrondissement, qui se trouve entre les rues Eugène Sue et la rue Simard, là, qui forment la croix, et la rue Ordeneur qui borde. Et on voit donc, dans la petite tache rose ici, la dent creuse. Et donc, c'est une opération assez extraordinaire parce que c'est l'œuvre finalement d'un architecte promoteur. C'est 74 immeubles sur 1,6 hectare de terrain et qui avait pour objet de loger des ouvriers, donc 1000 ouvriers et leurs familles. Donc c'est un projet de promotion qui se fait d'une traite. Donc c'est quand même assez dingue de voir que un îlot de cette taille-là puisse, à cette époque-là, faire l'objet d'un travail de promotion. Donc c'est Paul Casimir Fouquiaux, qui est donc l'architecte et promoteur, et qui va donc construire d'une seule traite ces 74 immeubles qui comportent 5000 baies, voilà, avec une collection de façades, tandis qu'on n'a pas forcément ça en tête. On se dit que ces immeubles ont été construits avec le temps. Donc on voit ici le plan cadastral juste avant l'opération, qu'on voit un petit peu en transparence ici. On a juste la rue Ordeneur qui est présente. Et donc la formation de cet îlot et de ce parcellaire et une dent creuse, en effet, qui n'a pas été maîtrisée par l'architecte et qui appartient à la ville de Paris, sur lequel est construit un immeuble. On n'aura jamais su pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser cette dent creuse, mais on voit voilà, ces plans qui datent donc de l'époque de la construction de l'opération, où il y a encore quelques parcelles et cette parcelle de la ville de Paris qui ne sera pas acquise et qui restera donc en dehors de l'opération et qui plus tardivement sera acquise par Emmaüs Habitat. Voilà, donc c'est des immeubles avec des petits appartements qui donc c'est d'équivalent de petits T2 qui depuis ont été réunis, parce que c'est un quartier évidemment du 18e qui est habité par des familles aujourd'hui. Et donc on voit déjà 150 ans de résistance de cette architecture qui, je crois, a montré à bien des égards sa capacité comme ça à durer dans le temps. Alors le projet, c'est en effet donc un projet de logement pour les compagnons, avec une salle de vente de type Emmaüs classique qui est au rez-de-chaussée, donc il y a une grande salle traversante. Et puis à l'étage, on a aussi un réfectoire traversant, une cuisine, un économat, et puis une salle d'accueil. Et dans les étages, donc des chambres pour les compagnons Emmaüs. Et donc voilà, cet immeuble qui vient s'inscrire au milieu de ces 74 immeubles haussmanniens, avec évidemment un vocabulaire et une écriture absolument réglée, va nous amener à réfléchir à la façon la plus contemporaine et la plus frugale de travailler la pierre à la façon d'Haussmann. C'est donc un immeuble qui propose, comme dans l'opération haussmannienne type, une façade en pierre massive,
une structure en bois, donc plancher bois et structure bois. Et puis les façades arrière étaient souvent faites en tout venant, c'est-à-dire en pan de bois avec des remplissages de tout venant, de ce qui venait, de briques, de chaux et de divers assemblages que nous, on a choisi donc de faire en ossature bois et en chanvre coffré. Donc la pierre, l'immeuble haussmannien de base, c'est en effet un immeuble, alors c'est des immeubles de catégorie 3, Haussmann compte plusieurs catégories qui sont justement en fonction du niveau de décoration et de stéréotomie. Et en effet, les pierres sont donc taillées et le calpinage des pierres correspond plus ou moins, donc ici dans cette catégorie de haussmannienne c'est plutôt moins que plus, mais quand même il y a une correspondance des tailles de pierre avec les éléments d'ornementation qui sont les colonnes, les demi-colonnes, les chapiteaux qu'on voit ici. Et donc il y a déjà une exigence au niveau de l'extraction de la pierre sur les formats avant d'avoir ce travail de taille. Et donc pour nous un travail de taille est absolument exclu, et d'un point de vue économique, en revanche, on n'est pas encore à l'appel d'offres et on travaille un peu avec les carrières et on se demande de quelle manière on pourrait avoir une liberté dans les extractions pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas une contrainte sur le dimensionnement des blocs ni leur mise en œuvre, et qu'on vienne travailler cette pierre ou ces différentes pierres, parce qu'on a déjà en tête qu'on va utiliser différentes pierres pour leurs propriétés, et que l'on réponde à cette composition haussmannienne en utilisant la dimension minimum de composition des façades, qui sont donc les encadrements des demi-colonnes et qui font 11 cm, et donc on retrouve sur les 74 immeubles, que l'on va installer de manière horizontale sur les entresols qui sont en bossage et de manière verticale sur le corps du bâtiment, de manière à pouvoir utiliser, d'avoir une vraie liberté sur le calepin et d'éviter d'avoir en effet cette brutalité du calpinage simple de la pierre qui peut être tout à fait remarquable dans le cas d'équipements avec des grandes pierres, peut-être plus difficile dans un cas plus ordinaire de logement avec des petites fenêtres. Voilà, donc on a effectivement tout ce calpinage très précis. On va retrouver les dimensions exactes de ces fenêtres haussmanniennes et donc des correspondances de proportions finalement qu'on retrouve avec la dimension de ces demi-chapiteaux et de ces demi-colonnes sur l'ensemble de l'opération. Et puis pendant les études, on fabrique un petit peu des échantillons pour voir comment est-ce que ces engravures finalement sont compliquées ou simples à faire. Elles s'avèrent en fait extrêmement simples, surtout dans les pierres tendres qui sont utilisées, puisque on a ici 3 pierres, une pierre de noyant qui est donc la pierre tendre la plus classique, avec des épaisseurs qui varient entre 24 et 30 cm, donc plus on monte et plus on réduit. Et dans l'entresol, on a aussi une pierre semi-dure, la Torvou, et une pierre Chauvigny pour les appuis et non gélive pour les parties qui demandent le plus de résistance. Voilà donc le travail de façonnage comme ça de ces rainures sur site, donc sur échafaudage. Donc c'est un chantier qui n'est pas encore livré, hein, donc on n'a pas trop de photos intérieures encore à ce stade. Et donc on voit comme ça le rendu et l'inscription qui est une réponse qui est fondamentalement en résonance avec les dimensions de ces immeubles haussmanniens. Alors donc des connexions, mais je ne rentrerai peut-être pas dans le détail, ou alors on se posera peut-être des questions après, mais entre la pierre et le bois du même type qui ont été évoqués, et donc une structure bois avec un poteau poutre avec des bois des Vosges qui vient donc sur une poutraison avec des poteaux qui sont en moyenne de 24-24 et un plancher en KLH de 14 cm, donc vraiment extrêmement fin, avec toutes les contraintes acoustiques qui sont aujourd'hui celles du logement collectif. Et donc sur cours, ces panneaux
de FOB qui vont recevoir par coffrage un béton de chanvre et donc un enduit qui va nous permettre d'avoir une solution dite perspirante, donc un confort et une très bonne hygrométrie à l'intérieur des logements. Voilà, donc on voit ici les pans de bois qui se précisent et puis les fonds de coffrage en fermacelle. Alors, énormément de sujets techniques dans le logement collectif. Ce sont des batailles incessantes pendant les études et pendant le chantier, puisque, en l'occurrence, dans ce chantier, on va avoir un bureau de contrôle qui va nous dédire le RICT, donc ces validations techniques, 2 fois à 2 reprises. Donc une vraie bataille. Hein. Par exemple, sur la petite anecdote sur la pierre que je n'ai pas dite, je reviens très vite comme ça. On a des balcons en pierre porteuses. Et donc là, on nous demandait de justifier de la flexion de la pierre. Bon, alors là, personne ne calcule la flexion de la pierre, surtout sur des portées si petites. Et donc, on a quand même, on a dû mettre des renforts, des tiges métalliques dans ces balcons, mais on a réussi à conserver ces balcons en porte-à-faux sans corbeau. Donc ça, c'était un petit peu osé, j'avoue, de faire des balcons en pierre. Donc on voit ici des plaques de fermacelle qui vont donc former le fond du coffrage. Et puis après, c'est le béton de chanvre, donc le mélange de la chevenote avec de la chaux, et qui est donc rempli au seau dans ces coffrages, pour laisser cette façade entièrement donc, en chanvre. Un moment très agréable, ça sent la biscotte et le pain grillé sur le chantier. Et puis un enduit à la chaux, ça c'est un enduit Saint-Astier Calamua, donc qui est vraiment un enduit très perspirant, qui est fait pour le chanvre, quoi. Et alors une petite... Bon, c'est pas une anecdote, mais il y a un autre travail qui est fait sur la toiture, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets avec les ABF sur cet immeuble haussmannien qui entendait monter un peu plus haut. Et on a fait une toiture alors, un peu particulière, parce que là, c'est un travail qu'on mène avec une botaniste qui s'appelle Élodie Seguin, et avec laquelle on a beaucoup travaillé sur la question de la complexité des états de surface nécessaires à loger la biodiversité. Donc avec un propos qui dit qu'il faut un état de sol très complexe pour loger la biodiversité. Et donc on a créé une forme de chaos avec des bois récupérés. Et il était question de vraiment dessiner un chaos. Mais après on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va demander à l'entreprise de faire ce chaos, ça ne va pas être très clair. Et donc, on a décidé d'enchevêtrer des structures de bois avec des tas de terre. Et on a jugé que ce décalage était suffisant pour accueillir donc, les espèces visées, notamment le faucon cresserelle et d'autres plus petits organismes. Et donc, sur cet ouvrage, on a en pierre et en bois, avec évidemment, là, on a des problématiques de tassement différentiel hein, dans les constructions mixtes de cette nature. C'est quand même des constructions, je tiens à le dire, très complexes. Et dans une hauteur de cette nature, les coûts de la pierre sont un peu plus élevés que ceux qu'on vient d'entendre, là, dans le cadre d'une maison. Mais donc, on a quand même réussi, et cet ouvrage est en train d'être réalisé, là, au moment où je vous parle, à retrouver une charge supplémentaire sur les toitures de cet immeuble. Voilà, je laisse un petit peu de temps, parce qu'on nous a demandé d'être... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Augustin? On a quelques minutes. Oui. Bonjour et merci pour cette belle présentation. Vous venez de parler des tassements différentiels. Du coup, les solutions techniques qui ont été mises en œuvre pour limiter le tassement du bois, j'imagine. Est-ce que vous pouvez un petit peu les décrire ?
Alors, c'est plutôt, oui, c'est le tassement différentiel entre les immeubles mitoyens, déjà, la façade en pierre et, la structure en bois. Parce que bon, la façade arrière est en ossature bois. Donc, c'est surtout au niveau des accroches entre le bois et la pierre. Donc, ces articulations qui doivent pouvoir avoir une tolérance de mouvement. Et puis après, c'est dans les fondations. Que ça se joue pour qu'il puisse y avoir des mouvements entre la façade pierre et la structure bois. Après, plus de détails, je ne sais pas ce que tu veux savoir, mais enfin, on peut peut-être en parler après si tu souhaites, ou j'aurai peut-être pas forcément toutes les réponses d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des questions d'ingénierie très précises. Mais... Merci beaucoup. Une autre question ? Bonjour, je me demandais... Ici ? Ok, merci. Je me demandais quelle était l'implication de la maîtrise d'ouvrage dans le choix des matériaux biosourcés. Est-ce que c'est vous qui avez été les convaincre ou c'était déjà dans le cahier des charges initialement prévu ? Non, c'était pas du tout dans le cahier des charges, mais bon, l'environnement haussmannien, on va dire, nous a accompagnés. Et puis une fois qu'on a mis, la pierre est arrivée comme une évidence, le reste de la structure voilà, a été accepté dans cette... une fois que la réflexion était engagée, on a réussi à convaincre. Enfin, c'était un concours, hein. C'est un projet sur concours, donc anonyme. Une autre question ? Merci. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que pour compléter l'exposé, vous avez quelques notions de coût de construction ? Oui, alors c'est un immeuble qui... Alors c'est des petites chambres, donc il y a beaucoup de salles de bain, il y a beaucoup de répétitions. C'est un immeuble qui coûte entre 2009 et 2950 € du mètre carré selon comment on le prend, avec donc 44 salles de bain, donc c'est un... Voilà. Et c'est une économie qui a été aussi notamment financée par son emplacement, hein. Donc Emmaüs a bénéficié aussi d'une part de subvention de la ville. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore 2 autres questions. Bonjour Augustin. Petite question tout à fait anodine. Le bureau de contrôle t'a laissé faire un jardin sur le toit, bravo, et l'épaisseur de terre. Et est-ce que le plancher est un plancher bois ? Oui, le plancher est un plancher bois. Et dénonce tout de suite le bureau de contrôle, s'il te plaît. Tout à l'heure, parce que les affaires ne sont pas terminées encore. Oui, c'est un plancher bois, le dernier y compris, et on a entre 50 cm et 1,10 m de mémoire. Voilà, mais ça n'a pas été un sujet, celui-ci. Non, la pierre a été un sujet. Le chanvre a été un sujet, le bois est un sujet, mais bon. Voilà, c'est quand même un parcours du combattant, hein, je tiens à le dire, c'est génial, nous on le refera, mais c'est vraiment un parcours du combattant. Parce que juste, normalement, le DTU, c'est 30 cm sur le bois, et ils font en général assez chier, les bureaux de contrôle, donc si jamais il a réussi à accepter ça, c'est quand même, t'as vraiment un bol de dingue. Bravo. Bah, je l'ai un petit peu noyé dans les autres problèmes. C'est une très bonne stratégie, on s'en rappellera. Je crois qu'il y avait encore une dernière question. Non, plus de questions ? Ok. Alors moi j'en ai une à te poser sur les risques. Quels sont les risques que ce type de technique représente à la fois pour le maître d'ouvrage et pour l'architecte ? Alors là, il n'y a pas d'ATEX quand même, heureusement, mais les risques en termes d'études et des risques réglementaires, hein, oui. Eh bien, c'est que, en effet, bon, les risques principaux, c'est ceux qui sont liés aux assurances finalement, et donc, et c'est les bureaux de contrôle qui notamment font cette articulation entre conception et assurance. Donc, c'est la bonne compréhension aux études des ouvrages.
Mais aussi, dans le temps des études, au sein des bureaux de contrôle, il peut y avoir des changements de politique. Et donc, en effet, on se retrouve dans des situations un peu abracadabrantes où le chantier est en cours et on reconsidère les réglementations, et parce qu'il y a aussi une part qui s'appelle de technique ancestrale. Donc si tout d'un coup un bureau de contrôle vous demande par exemple le coefficient le taux de compression, le taux de flexion de la pierre, ce qui est absolument impossible à obtenir, vous êtes un peu dans une impasse, quoi. Donc il faut pouvoir être armé, et notamment sur le plan juridique, pour arriver à prouver qu'il y a des demandes léonines, quoi, qui sont qui se justifient pas, et puis défaire petit à petit toutes les mises en doute qui sont posées. Et c'est un petit peu comme avec les pompiers, hein. Une fois qu'on crie au feu, c'est très très difficile de revenir en arrière, mais on a réussi à le faire et l'ouvrage a été finalement construit comme prévu. On a juste quelques vilaines broches métalliques dans notre balcon en pierre, mais bon, c'est un moindre mal. En tout cas, bravo encore, Augustin. C'est vraiment un projet très, très impressionnant. Merci. Merci.